Un peu comme Borges, Jorge Luis Borges, l'écrivain argentin. Eh bien, Jorge Luis Borges, il y a 1000 histoires sur Borges. La majorité sont fausses. Et pourtant, à chaque fois qu'on te raconte une histoire vraiment géniale et qu'on a besoin de quelqu'un pour pouvoir l'incarner, on dit ah, ça c'est arrivé à Borges. Tout le monde dit ah oui, bien sûr, Borges, c'est immense. Tu vois. Et je trouve ça assez beau, en effet, qu'il y ait des personnages qui soient des aimants et qui attirent toutes les légendes. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous pour cette nouvelle rencontre littéraire organisée par le média Zone Critique et par Réseau l'École de Méditation. Ce soir, je suis très heureux de vous accueillir, cher Miguel Bonnefoy. Merci beaucoup. Bienvenue au sein de Réseau. Je suis très heureux de vous accueillir pour votre tout dernier roman, Le Rêve du Jaguar, donc qui est apparu en 2024 et qui a été récompensé par le prix Femina et par le Grand Prix du roman de l'Académie française. Vous avez publié plusieurs livres auparavant, notamment Le Voyage d'Octavio, Sucre Noir, Héritage en 2020, à l'occasion duquel vous aviez accordé d'ailleurs un entretien pour Zone Critique. Absolument. Et L'Inventeur en 2022. Et vous avez publié en 2024 Le Rêve du Jaguar, un roman fabuleux, un récit hybride qui emprunte au récit d'aventure, au roman courtois, au mythe, un roman démesuré qui fait la part belle à l'extraordinaire et qui raconte d'abord le destin d'Antonio, donc un orphelin, un petit orphelin élevé dans le dénuement, qui aura un destin extraordinaire. Et ce roman est aussi celui d'un pays, donc le Venezuela, et d'une ville, Maracaibo, dont vous allez nous parler, une ville-monde qui évolue à mesure qu'on avance dans le récit. Et ma première question est toute simple, cher Miguel. Comment est né ce roman, Le Rêve du Jaguar ? Eh bien, ce roman est né sans doute il y a 30 ans, lorsque ma famille a commencé à me raconter les histoires de mon grand-père, Antonio Borja Romero, qui était un enfant déposé sur les marches d'une église, une sorte d'enfant de la misère, un enfant de la pauvreté, et qui, avec le temps, était devenu cardiologue, chirurgien, et puis ensuite est fondateur de la première université qui s'appelle l'Universidad Antonio Borja Romero, avec un buste de lui à l'entrée, une sorte de transfuge de classe, comme ça. Et à côté, l'histoire de ma grand-mère, Ana Maria Rodriguez, qui, elle, est bien pareille, née elle aussi dans une précarité terrible et qui, toutefois, parvient à faire des études de médecine, devient gynécologue, obstétricienne, première femme médecin de l'État de Zulia et qui meurt couverte de gloire, de diplômes et de médailles. Et en relation avec ses deux grands-parents, qui étaient nés de rien et qui étaient, entre guillemets, devenus quelque chose, il y avait l'histoire, comme tu l'as si bien dit, de Maracaibo, de cette ville, qui est elle aussi petit village de pêcheurs, d'agriculteurs, de planteurs de yucca, de maïs et de riz, et qui, avec le temps, avec la découverte du pétrole, commence petit à petit à se développer, si bien que c'est devenu la deuxième ville la plus importante du Venezuela. Et aujourd'hui, bueno, Maracaibo est une cité babélique, une sorte de métropole qui ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était dans les années 20. Donc en quelque sorte, je m'étais dit, tôt ou tard, il fallait que j'écrive cette histoire, l'histoire de cette ville qui est en analogie et en miroir avec l'histoire de mes grands-parents. Allez savoir si j'ai réussi ou pas, moi, je suis juge très sévère de mes propres textes, mais tu n'imagines pas la quantité de romans avortés que j'avais eu avant d'écrire celui-ci, et finalement, allez savoir pourquoi, tout à coup ça se cristallise, ça s'ordonne, ça s'aligne, et arrive comme ça un livre qui ressemble à plus ou moins ce que j'avais imaginé. Mais je trouve que c'est vraiment ce qui ressort de ce récit, c'est sa dimension d'achèvement même dans l'écriture en fait, et qui est effectivement fondée sur une triple analogie. En fait, il y a l'histoire du Venezuela, l'histoire de Maracaibo, et puis l'histoire de ces personnages complètement hauts en couleur qui traversent cette ville-monde qui évolue, comme tu le dis, au fil des pages. Et donc, dans ces personnages, tous habités d'ailleurs par une sorte de résolution, de détermination très forte. Donc, il y a d'abord le personnage d'Antonio. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, nous le raconter un peu, ce personnage ?
Mais ce qui est étonnant avec Antonio Borja Romero, c'est que je pense qu'il y a autour de lui beaucoup de légendes qui sont fausses et qui, pourtant, ont façonné la vérité de mon grand-père. La seule chose que je sais, c'est que c'est un enfant abandonné, mère morte en couche, et un père qui était marin, qui s'appelait Elias Borja Romero, qui était un marin qui faisait les tours du lac de Maracaibo, ville après ville, village après village. Et au moment où l'enfant naît, comme le père ne peut pas s'en occuper, il l'a donné aux soins d'une certaine Muda Teresa, une femme qui était muette, qui s'appelait Teresa, qui était une femme de la rue, et qui l'a élevé comme un enfant de la rue. Toute la mythologie familiale raconte, et je pense que lui aussi a beaucoup joué sur l'idée du self-made man, comment il s'était façonné seul, comment il s'était fait seul, comment il s'était construit seul, sans avoir besoin de personne, et que par sa force, par sa persévérance, par sa ténacité, par son abnégation, était petit à petit parvenu à devenir le lion de la ville. Il a eu beaucoup de presse, il a eu énormément d'histoires racontées sur lui, si bien qu'à chaque fois que je croise quelqu'un qui a plus de 60 ou 70 ans, Maracucho, qui a grandi à Maracaibo, on me raconte encore une histoire différente de mon grand-père. Et lorsque je me mets à raconter cette histoire à ma mère en lui disant « Est-ce que tu connais cette histoire? Est-ce qu'elle est vraie ?» Elle me dit « J'ai jamais entendu parler de ça. » Et je trouve ça assez beau de se rendre compte que peut-être dans les débuts des villes, comme pour Maracaibo, le XXe siècle de Maracaibo et toute la vie de Maracaibo, c'est une ville qui n'existe qu'à ce moment-là, elle n'a pas une longue histoire, eh bien il y avait déjà des sortes de légendes, déjà des récits. Il y avait déjà tout un monde onirique qui entourait cette ville et qui avait besoin, peut-être, d'un personnage pour pouvoir cristalliser tout ça. Et je pense que Antonio s'est retrouvé à être comme le réceptacle, à être comme le creuset, où sont venus se fondre plein de petites légendes, plein de petites histoires qui n'ont jamais réellement appartenu, mais qui finalement avaient besoin d'un lien pour pouvoir exister. Et ça a été Antonio. Et donc c'est assez beau de se rendre compte que finalement c'est un être assez fantomatique, entouré de 1000 légendes qui sont toutes fausses, et qui pourtant font de lui un être de vérité. Un peu comme Borges, Jorge Luis Borges, l'écrivain argentin. Eh bien Jorge Luis Borges, il y a 1000 histoires sur Borges. La majorité sont fausses. Et pourtant, à chaque fois qu'on te raconte une histoire vraiment géniale et qu'on a besoin de quelqu'un pour pouvoir l'incarner, on dit ah, ça c'est arrivé à Borges. On dit ah oui, bien sûr, Borges, c'est immense. Et je trouve ça assez beau en effet, qu'il y ait des personnages qui soient des aimants et qui attirent toutes les légendes. Oui, et d'ailleurs, en fait. C'est juste que je parlais de l'aimant, c'est pour ça que ça. Ah, mais ça fait. Ah, tu m'entends pas assez. Sinon, je le prends à la main, je parle comme ça. Et donc ce personnage d'Antonio, c'est effectivement un personnage qui est un bâtisseur. Et d'ailleurs, le rêve du jaguar est rempli en fait de ce type de personnage habité par cette détermination très forte et autour duquel se construit 1000 récits, en effet. Et au point qu'on peut même se demander si le rêve du jaguar n'est pas un récit sur les récits, qui pose la question du pouvoir des récits. Et ça me fait penser justement à cette rencontre déterminante qu'il va faire avec sa future femme, qui va lui dire qu'elle ne se mariera qu'à la personne qui lui racontera une histoire d'amour. Est-ce que tu pourrais revenir sur cet épisode et ce qu'il dit en fait du pouvoir du récit dans ton texte? Mais ça me plaît beaucoup cette idée, cette idée comme ça, analogique, cette espèce de jeu que tu fais d'écho entre, d'un côté, l'idée de pouvoir recevoir des récits, d'avoir le pouvoir des récits, mais aussi de amasser les récits, de récolter les récits pour pouvoir les raconter, et naturellement, cette espèce de scène un peu allégorique, métaphorique, sur la rencontre entre Antonio et Ana Maria. Mon ami Sébastien fait référence à ce moment où Antonio rencontre Ana Maria. Elle lui dit en effet « Je ne me marierai qu'avec l'homme qui me racontera la plus belle histoire d'amour ». Et alors Antonio décide d'aller dans la gare centrale, la gare routière, s'installe avec 2 tabourets, un petit écriteau écrit dessus « J'écoute des histoires d'amour ». Escucho historias de amor. Et petit à petit, une sorte de queue, une file de gens s'installe et lui raconte
Et personne après personne, histoire d'amour après histoire d'amour, il les note dans un carnet, et une fois qu'il en a 1000, il trouve Anna Maria sous un manguier, lui pose ce carnet des 1000 histoires d'amour sur les genoux, et lui dit « Je ne connais pas la plus belle histoire d'amour, mais en voici 1000, je te propose qu'on écrive la nôtre. » Et naturellement, en écrivant cette scène, je me suis dit, eh bien, il y avait quelque chose d'assez transparent avec ce que moi j'essayais de faire, qui était de récolter de mon côté, que ce soit avec ma mère, que ce soit avec ma tante, que ce soit avec mes cousines, que ce soit avec les articles qui ont été écrits dans la presse d'Antonio et d'Anna Maria, que ce soit avec la biographie qui a été écrite sur lui, que ce soit en effet avec, en général, sur Internet, enfin tout ce que je pouvais trouver, les livres écrits sur Maracaibo, les livres des chroniqueurs de Maracaibo. C'était énormément d'informations, un essaim d'informations, que je devais comme ça fondre dans une masse pour pouvoir avoir l'huile essentielle, comme dans un système de parfumeur, comme un système d'enfleurage, où tu prends toutes les fleurs comme ça, et que tu les mets dans un bac à graisse, et tu les laisses reposer là, pour pouvoir en tirer l'essence première, le symbole, non, le signe, la parabole. Et bien de la même manière, Antonio fait cette affaire dans la gare centrale. Et ce qui est amusant, figure-toi mon cher ami, c'est que en écrivant cette scène, eh bien il me fallait des histoires d'amour. Puisque tu dis, il s'installa là, dans la gare routière, prit 2 tabourets, prit son écriteau, j'écoute des histoires d'amour, et les gens ont commencé à arriver à lui raconter une histoire d'amour. Mais naturellement, quand tu commences à écrire, eh bien, il te faut des histoires d'amour. Alors moi, j'en connais une, peut-être 2 avec un peu de chance, si vraiment mon imagination est intrépide. Mais j'avais besoin de plus d'histoires d'amour. Eh bien, j'ai pris mon WhatsApp et j'ai écrit à mes amis écrivains en leur disant « Est-ce que tu me racontes la plus belle histoire d'amour ?» J'avais pas ton WhatsApp, c'est vrai. Sinon, j'aurais pu effectivement t'en raconter Mais aussi. Clément T'en as une très belle réponse. Et donc, j'ai commencé à voir comment les amis me répondaient. Non, ils étaient chargés d'une mission, comme ça. Ils me disaient « Ah oui, moi je connais une super histoire d'amour, très très belle. » Et qui ne m'est pas arrivé à moi, mais qui arrivait à un ami, ou un truc que j'ai lu, ou un truc que ceci, non. Et on commençait à me livrer toutes les histoires d'amour. Et moi, je l'ai noté. Je disais « Est-ce que je peux prendre celle-là ? Est-ce que je peux prendre celle-là ?» Et alors, mon ami François-Henri des Érables, que vous connaissez sans doute, m'avait dit délicieusement, et mon ami, le talent emprunte, le génie vole. Alors, vole. Et donc, j'avais volé les différentes histoires d'amour, et j'en avais fait ma petite hagiographie, ma petite liste de différentes histoires d'amour, non, qui sont notées sur le carnet. Au moment où j'envoie le manuscrit à mon éditrice dit « Ah ouais, ok, ce passage-là, c'est ok. Par contre, je trouve qu'il y a trop d'histoires d'amour. Non, on finit par s'embourber. Moi, j'en enlèverai certaines. Genre celle-là, on l'enlève, celle-là, on l'enlève, celle-là, on l'enlève. » Non. Mais naturellement, j'ai rien dit à mes amis écrivains. Mais quand le livre a été publié, eh bien, aussitôt, ils sont allés chercher immédiatement page 66, tu sais, pour voir si leur histoire d'amour avait été retenue ou pas. Et tu les voyais comme ça lire le passage et voir la déception traverser le visage, ou au contraire une sorte de bonheur, en disant « Ah, ça c'est moi, ça, c'est là, moi ». Et donc il y avait un truc qui était assez amusant, il y a beaucoup de clins d'œil qui sont glissés, tu vois, dans ces choses-là. Et donc encore une fois, je n'ai rien inventé. Bien sûr, et ça crée cette dimension de surabondance, effectivement, de récits, voilà, d'histoires, oui. De mythes aussi, puisqu'en fait ton texte est traversé de mythes, et puis de personnages, voilà, qui se construisent autour de récits fondateurs qui les définissent. Oui. Et si on continue à tenir le fil de la caractérisation de tes personnages, puisque je trouve que c'est vraiment ce qui apparaît le plus quand on commence à te lire, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est la manière dont beaucoup de tes personnages sont caractérisés de félins. Et d'ailleurs, ton texte s'appelle Le rêve du jaguar. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce titre et pourquoi est-ce que cette dimension animale revient autant dans ton récit ? Mais tu vois, ce titre a été trouvé par mon éditrice, Émilie Colombani. Moi, j'avais un autre titre qui était L'épaisseur de l'ombre. Car il se trouve qu'il y a une phrase qui me plaît beaucoup de William Faulkner qui dit « La littérature est comme craquer une allumette au centre d'une forêt au milieu de la nuit. » Ce que vous constatez, c'est qu'il y a de l'obscurité autour. La littérature ne sert pas à voir, la littérature sert à mesurer l'épaisseur de l'ombre. Et je m'étais dit, eh bien, je vais prendre cette partie, l'épaisseur de l'ombre, la mettre dans le titre et ensuite mettre en épigraphe cette phrase. Non, c'est un peu comme si j'étais en train de craquer une allumette entourée de mes morts, de mes ancêtres, de mes grands-parents, de toutes les gens qui m'avaient composé avant moi et qui je mesurais la distance de l'héritage qu'ils m'avaient laissé.
quand j'ai envoyé ça à mon éditrice, elle m'a dit, écoute, le titre est vraiment, vraiment pourri, quoi. Il faut qu'on le change. Et elle me dit, je verrai un truc avec Jaguar, quoi. Je dis, Jaguar. Elle me dit, oui, un truc avec Jaguar. Il y a 2-3 Jaguars, en fait, qui tout à coup se sont glissés un peu dans le texte, dans une description, ici et là, tu vois. Et je trouve que le mot est beau et qu'il ressemble au livre, quoi. Jaguar, tu vois. Et je m'étais dit, ah, bueno. Ok, entendu, Jaguar. Donc je lui propose jaune Jaguar, tu vois, comme une couleur. Elle me dit, non, ça fait trop bagnole, tu vois, ça fait bagnole. En effet, ça fait bagnole. Et on se met à chercher. Elle me dit, les enfants du Jaguar, les fils du Jaguar, tu vois, le truc du Jaguar. Et à ce moment-là, j'étais au Mexique et j'étais en train de voir une très belle fresque de Diego Rivera qui s'appelle Le rêve d'une après-midi de dimanche, où il raconte les 5 siècles de l'histoire mexicaine à travers le rêve. Non, il lit entre les personnages les uns avec les autres à travers le rêve. Et donc je lui ai écrit en lui disant, mais qu'est-ce que tu penses du rêve, tu vois, le rêve du Jaguar. Elle m'a dit, ah, magnifique, c'est super. Mais maintenant, comment on fait pour l'intégrer dans le texte? Et c'est là, cher ami, où j'ai décidé d'inventer cette fausse légende de Maracaibo, où on dit que les paysans de Maracaibo, les agriculteurs de Maracaibo sont convaincus que dans toute portée de chat, il y a un jaguar. Et alors, la mère l'isole, le chasse pour l'empêcher de dévorer les autres. On dit alors que ce sont les bâtisseurs de la ville, parce qu'ils s'émancipent différemment, et que finalement, on est tous fils d'un rêve de jaguar. Et ça a été le dernier bricolage, en quelque sorte. C'était l'instant où j'ai glissé cette petite information, là, dans le texte, pour pouvoir justifier le titre. Et ce qui est très beau, c'est de me rendre compte combien, depuis que j'ai publié le livre, tant de gens en fait, viennent de me parler de cette légende. Et c'est encore plus beau, figure-toi, je finis là-dessus, pardon, c'est que j'ai eu des gens à Maracaibo, maracuchos de Maracaibo, qui ont commencé à dire « Oui, oui, bien sûr, c'est un proverbe connu, enfin, c'est une expression, disons, c'est un vieux truc, hein, mais ouais, c'est bien sûr, elle a pu porter le chat et un jaguar, ouais. On dit ça. » Et tu dis « Ah, génial !» Mais en plus, cet animal du jaguar, je trouve qu'il symbolise quelque chose, en fait, de tes personnages, puisque c'est à la fois la puissance, l'élégance, et d'ailleurs, cette dimension d'élégance, elle est très présente chez beaucoup de tes personnages. Tu écris, par exemple, page 52, à propos d'Antonio, il résolut d'aller vers son risque. Avant midi, il mit son unique veste en lin, ses alpargates, il faudrait que tu nous expliques ce que c'est, en raffia, et s'appliqua de la gomina sur les cheveux. Oui. Pourquoi cette importance de ce motif de l'élégance qui revient si souvent dans ton récit? Ça me touche beaucoup ce que tu me dis. Alors, peut-être parce que moi, je ne suis pas un être très élégant, tu vois. Hein. Toi, je te trouve très élégant. C'est bravo, je te trouve très, très, très beau. Mais moi, c'est ce truc, je sais pas, j'ai mauvais goût, tu sais. J'ai mauvais goût de couleur, de matière, enfin. J'ai comme mauvais goût, enfin. C'est-à-dire que si tu montres comme ça 3 vestes, tu me dis laquelle est la plus belle, c'est sûr que je vais prendre la plus moche. Mais avant d'aller vers leur destin, tes personnages s'habillent. En fait. Ah, c'est vrai? Oui. Ah ouais, tu vois, je trouve ça somptueux de voir la multiplicité des lectures. Ça, je trouve ça très très beau. Tu vois, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout remarqué. Et je trouve ça merveilleux lorsqu'on parle avec de bons lecteurs, de bonnes lectrices, enfin, comme vous, qui tout à coup arrivent à connaître mieux le texte que soi-même, et finissent par t'expliquer ton propre texte. Ça me fait penser, là, il y a pas longtemps, j'ai fini un très beau livre de Alberto Manguel, dans lequel il parle de Borges. Et à un moment, il parle de la multiplicité des lectures. Et il dit, en effet, qu'il y a un philosophe carolingien qui a écrit au IXe siècle, en 837, un traité sur la multiplicité des lectures, qui s'appelait Scotto e Ligena, et qui qui dit qu'il y a autant de lectures possibles qu'il y a de lecteurs, et qui compare la multiplicité des lectures aux nuances de bleu qu'il y a dans la queue d'un paon. C'est beau. Hein? C'est pas mal. C'est pas mal. C'était il y a 1100 ans. Le mec dit ça il y a 1100 ans, quoi. Et donc, en effet, je pense qu'il y a un éventail très large de lectures possibles. Et je ne m'étais jamais aperçu qu'avant, en effet, de faire quelque chose, les personnages s'habillent, ou même avant de mourir. Enfin, tu sais, je ne voulais pas révéler effectivement le fin mot du récit, mais c'est le majordome qui est l'assassin, en fait, à la fin. Ça me permet de ne pas lire le texte, en fait. Et oui, c'est ça, ils s'habillent avant de mourir, comme ça. Et en effet, je trouve ça vraiment beau, cette idée de multiplicité de lecture. Et ça me fait penser à cette image de Jean Giono, que si vous ne connaissez pas, je ne résiste pas à la tentation de vous la raconter. Où Jean Giono dit que l'écrivain, l'artiste, est comme un enfant qui est en train de construire une tour de pierre.
Et chaque pierre est un chapitre pour son édifice narratif, pour sa construction narrative. Et il est là, pierre après pierre, caillou après caillou, galet après galet, à mettre l'un sur l'autre en s'assurant qu'il ne tombe pas pour que ça puisse tenir, pour ne pas rompre son architecture interne. Mais l'écrivain, l'artiste, l'enfant, ne voit pas qu'il y a une lumière à côté qui illumine cette tour et qui crée une ombre qui est tellement plus large, tellement plus vaste, tellement plus profonde, que si grande que le clocher d'une cathédrale. Cette ombre, c'est ce que voit le lecteur. Mais je ne vois pas la petite tour. Et l'écrivain, lui, ne voit pas l'ombre. Et je trouve en effet que c'est hyper beau de se rendre compte que typiquement toi, eh bien, tu vois l'ombre du texte. Donc finalement, tu finis par le connaître beaucoup mieux que moi. L'interpréter même beaucoup mieux que moi. Et lui trouver un angle de vue qu'avec cette illusion optique qu'a le lecteur qui vient avec son propre bagage d'émotions, de lecture, de passion, de violence, de deuil, etc., eh bien, lui donne un relief différent au livre et lui donne toute sa dimension. Et moi, mon ami, je vois le livre que en 2D. Tu vois, je le vois mal, je le connais mal, en fait, parce que je suis trop près de la peinture. Donc je trouve ça merveilleux, en effet, de rencontrer des libraires, de rencontrer des gens comme ça, de rencontrer des traducteurs. Les traducteurs te mettent en lumière des choses délicieuses. Bien sûr. Et là, il n'y a pas longtemps, ma traductrice allemande me disait, envoyait quelques doutes de questions, et me disait, écoute, dans Le Rêve du Jaguar, Antonio, à un moment, se lève et dit, puis se leva et dit, puis se releva et dit, il se lève 3 fois alors qu'il ne s'est jamais rassis. C'est génial comme truc. Non, je disais, non. Je disais, comment on fait? Est-ce que tu veux qu'il continue à se lever, ou est-ce qu'on l'assoit, ou comment tu vois les choses? Je ne sais pas, qu'importe. Mais effectivement, tu parles de peinture et je trouve qu'effectivement, il y a une dimension très picturale dans ton roman, fait de 1000 détails, effectivement, dont certains, moi, m'ont sauté aux yeux en tant que lecteur, avec mon inconscient, ma grille de lecture très, très spécifique. Et dans cette peinture, donc, des personnages traversent Maracaibo, des animaux, on a parlé. Un jaguar et un pingouin aussi. Ouais, un pingouin. Et j'aimerais bien qu'on s'arrête sur ce pingouin un petit peu. Je ne sais pas si je vais apporter ma propre interprétation au texte, mais en tous les cas, c'est un épisode qui m'a beaucoup marqué, puisque un pingouin s'échoue sur les côtes de Maracaibo, puis il est recueilli, et puis il devient un peu une sorte d'animal de foire. Il a un destin un peu tragique. Et est-ce que tu pourrais nous raconter cet épisode, et puis que dit-il? Est-ce qu'il dit quelque chose de la violence faite à la condition animale à cette époque-là? Puisqu'en te lisant, j'ai repensé à l'essai de Kautar Archi, Ainsi animal et nous, qui retrace l'histoire à travers ce prisme de la domination des hommes sur les animaux. Et il y a quelque chose de très poignant, en fait, dans ce qui lui arrive. Absolument, mon ami. Tu as 1000 fois raison. Alors, figure-toi que je n'avais pas du tout vu la dimension de la violence animale, de la violence des hommes sur les animaux, et je trouve que tu as absolument raison. Et il faudrait que je relise le texte sous cet angle, parce qu'il y a sans doute un bestiaire comme ça. Mais cette histoire du pingouin est une histoire vraie, et tu peux trouver sur Internet les photos du pingouin, et c'est une histoire qui m'a été racontée par un voisin que j'avais, qui s'appelait Rafito, qui lui était chroniqueur de Maracaibo, et qui, un jour, avec une bouteille de rhum et 2 verres, m'avait raconté tous les différents animaux qui étaient passés par Maracaibo. Et un jour, il m'a raconté l'histoire del pingüino de Maracaibo, le pingouin de Maracaibo. Alors, en 2 mots, le pingouin est arrivé le 14 février 1955 sur les côtes de Sinamaica, et il y a vraiment eu un pingouin qui est arrivé là. Et on a décidé de le mettre dans le kiosque le plus proche de la plage, et le propriétaire du kiosque, se rendant compte que ce pingouin était probablement un animal du froid, décide alors d'ouvrir son frigo, de vider les bières et de le mettre là où il y avait des bières et de refermer le frigo. On appelle l'Institut des sciences naturelles pour pouvoir venir, et le temps que les sciences naturelles arrivent, eh bien, ce monsieur avait créé une sorte de petit commerce, une sorte d'économie parallèle, où il faisait payer 1 bolivar les gens pour pouvoir montrer le pingouin. Si vous payez 1 bolivar, je vous montre. Et le refermer. Cette histoire est réellement arrivée. Et en effet, le pingouin est ensuite installé dans un zoo, ne bouge pas pendant 3 mois, jusqu'au jour où il y a un enfant qui, ne le voyant pas bouger, prend une pierre, un caillou, lui balance la pierre sur le front, ça crée une hémorragie interne, et le pingouin meurt héroïquement avec une bravoure romaine devant tout le monde en jetant un dernier regard héroïque à l'Assemblée.
Ça, c'est l'histoire que j'ai d'El Pingouin, qu'on a appelé Policarpio. Encore aujourd'hui, il y a des glaces à Maracaibo qui s'appellent Polo de Policarpio. Il y a un coin de rue qui s'appelle El Pingüino. Et Salvador Garmendi a écrit un livre sur l'histoire du pingouin de Maracaibo. L'histoire m'a été racontée quand j'avais 14 ans. Et j'ai toujours su à un moment ou à un autre qu'il fallait l'intégrer quelque part, parce que l'histoire est beaucoup trop géniale. Tu vois. Et ce soir-là, il m'a raconté une autre histoire. Mais Rafito, malheureusement, il est mort, en effet, d'un cancer il y a quelques années, donc il faut nommer les morts. Et je me permets de raconter cette histoire, parce que il me l'avait raconté, je pense qu'il trouverait ça drôle, de pouvoir le dire à Paris, lui qui n'a jamais connu la France. Eh bien, il m'a raconté l'histoire du lion de Maracaibo. Il semblerait qu'il y a eu un cirque français qui était venu à Maracaibo et qui avait apporté des jongleurs, qui avait apporté des clowns, qui avait apporté des gens qui faisaient des pirouettes, des galipettes, et également un lion qui sautait dans des cercles de feu. Tout le monde allait voir le lion qui sautait dans les cercles, un vieux lion qui sautait dans des cercles de feu. Au même moment, à Maracaibo, plus ou moins au même instant, le premier dentifrice vénézuélien a été créé. Et le jeune gars du marketing de cette marque de dentifrice a eu l'idée, parce qu'il était allé le dimanche avec ses enfants voir le lion sauter dans les cercles de feu, il s'est dit, mais et si on louait le lion pendant une journée, on le prend en photo avec la gueule ouverte, avec le dentifrice en bas, et on dit, notre dentifrice lave même les dents des lions. Ah, mais quelle bonne idée, etc. Ils vont voir le cirque, louent le lion. Le lion arrive dans une salle plus ou moins comme celle-ci, avec un système de shooting photo. On prend les photos du lion avec la gueule ouverte, le lion comme ça, vieux lion, il ne mange plus, ne croque plus rien depuis des années. Il bâille plus ou moins, on prend la photo, comme s'il était en train de rugir, etc. Avec le dentifrice en bas. Le lendemain, on décide de rendre le lion, mais le cirque a disparu. Et le lion est mort à Maracaibo. C'est un vieux lion qui est mort à Maracaibo avec cette histoire du dentifrice et des affiches avec le lion et le dentifrice en bas. Et Rafito me disait, tu imagines, un lion et un pingouin dans le même zoo de Maracaibo. Je disais, Rafito, quelle histoire de fou, quoi. Il dit, mais oui, mais ça intéresse qui? Je dis, donne-moi du temps. Je trouverai des gens à qui ça intéressera. Visiblement, ça a intéressé un lecteur, et plusieurs même. c'est ça, on a un petit cercle de fidèles. Mais c'est intéressant à plusieurs titres, puisque effectivement, ça te permet de construire cette mythologie qui structure ton récit. Et puis, toutes ces anecdotes, en fait, elles construisent quelque chose de l'ordre d'un paysage historique qui est celui de l'évolution, en fait, d'un pays, qui est le Venezuela. Et finalement, tu le dis dans ton récit, finalement, le rêve du jaguar, c'est la rencontre d'un homme et d'un pays. Et est-ce qu'à ce titre, on pourrait dire que ton roman, si on commence à se pencher sur cette question, est un roman que tu qualifierais de politique, avec un regard politique, puisque tu abordes énormément d'histoires, d'épisodes de l'histoire du Venezuela, la dictature, la révolution, etc. Est-ce que cette étiquette convient à ton récit ? C'est une très belle question et très difficile à répondre. Moi, je viens d'une famille très politique et mon père m'a toujours dit que tu ne pouvais pas ne pas mettre ta plume au service d'une cause politique et qu'il faut toujours que la littérature soit engagée. Elle ne peut pas ne pas l'être. Et ma mère, au contraire, qui est une femme de poésie, qui est une femme comme ça, vaporeuse, d'air et d'amour, m'a toujours dit au contraire. Il y a déjà suffisamment de politique dans le monde et il faut qu'il y ait de temps en temps des instants, des refuges, des havres où c'est l'art pour l'art, la beauté pour la beauté qui est nécessaire. Et balloter comme un pendule en oscillant de droite à gauche dans mon histoire familiale, je n'ai pas encore pu me décider. Une chose est sûre, c'est que Victor Hugo, par exemple, qui lui était un écrivain engagé, qui a toujours été un écrivain engagé, tantôt dans le symbole, avec ses romans, tantôt dans la poésie, avec la légende des siècles, tantôt d'une façon pamphlétaire, avec son Napoléon le Petit et avec les articles qu'il avait écrits, mais aussi un homme qui avait su complètement lever le pied par rapport à ça et être dans des dimensions plus éthérées. Je pense, par exemple, à son très beau livre qui s'appelle « Les feuilles d'automne ». Et dans « Les feuilles d'automne », il y a une préface sublimissime qui traite exactement de cette question.
le poète peut ou ne peut-il pas se permettre le luxe de écrire sur l'abeille et sur la rose au milieu d'une Europe qui est en train de se déchirer, où tout n'est que politique. Et c'est hyper belle préface dans laquelle il dit « Je vais vous donner l'état du monde aujourd'hui ». Et les 3 premières pages, tu vois, c'est une phrase par bouleversement politique. Des phrases que si vous n'êtes pas un passionné du 19e, vous n'avez jamais entendu parler de ces guerres fratricides, de ces batailles, de ces quantités de morts, de cet incendie de je ne sais pas quoi, des traités de tel cardinal avec tel autre, etc. Tu n'as aucune idée de quoi il s'agit. 3 pages là-dessus. Et il dit, voilà l'état du monde et de l'Europe aujourd'hui. Et pourtant, je décide, il dit, d'écrire un livre où je parle juste des feuilles qui tombent des arbres en automne. Pourquoi ? Parce que je pense que la poésie survit à ce genre de situation. Lorsque vous prenez une rose et vous la jetez dans un torrent, la rose ne se noie pas. La rose va d'écume en écume, de pierre en pierre, de remous en remous, de vague en vague. Et quand le torrent se calme, la rose est toujours là, en surface. Et dit, eh bien, la poésie est toujours là en surface. Et aujourd'hui, eh bien, sur les 3 pages de ces bouleversements politiques, moi, j'en connaissais aucun. Par contre, les feuilles d'automne et la poésie d'Hugo continue de résonner d'une façon vivante et puissante. Et ça, je trouve ça merveilleux. Pardon, vas-y. Non. Et donc, c'était pour te dire, en effet, que je pense que la dimension politique, si elle n'est pas directe, évidente, c'est peut-être le lecteur qui la donne, encore une fois. Non, on revient à l'idée de la multiplicité des lectures. C'est peut-être le lecteur qui dit, mais là, c'est politique. Mon père a trouvé que le livre, mais bon, là, on rentrerait dans le détail, et il ne s'agit pas de ça. Et puis, on m'a toujours dit, dans les rencontres littéraires, mon ami raconte des histoires, on ne parle ni de politique ni de religion. Le livre, selon mon père, n'est pas assez chaviste, n'est pas assez révolutionnaire. Selon ma mère, il l'est trop. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Enfin, ça, chacun trouve la chose, chacun voit, en fait, l'affaire de son côté. Chacun voit l'arbre selon son point de vue. Et je trouve ça hyper beau de me dire que c'est le lecteur qui choisira si c'est politique ou pas. Si tu veux y voir un message politique, tant mieux. Si tu ne veux pas voir de message politique, si tu t'es intéressé plutôt aux pingouins, fantastico. Si tu as aimé plutôt, j'ai adoré cette idée que des personnages qui sont élégants, qui s'habillent bien, c'est merveilleux, mon ami. C'est ça. Enfin, tutto a posto. Il y a une très belle nouvelle de Julio Cortázar, écrivain argentin, que vous connaissez peut-être, Julio Cortázar, qui écrit une nouvelle délicieuse qui s'appelle La Casa Tomada, la maison prise, la maison occupée. C'est le résultat d'un rêve. Lui, il le raconte dans une interview avec Joaquín Soler Serrano à la télé espagnole. On lui pose la question sur ce texte. Il dit, je vais vous le dire très honnêtement, c'est le résultat d'un rêve. J'ai rêvé que j'étais dans une maison et qu'il y avait la peur, avec un P majuscule, dans la pièce à côté, comme dans les cauchemars. Juste la peur. C'est pas un monstre, c'est pas une couleur, c'est pas une forme, c'est pas des cornes, c'est la peur dans sa dimension la plus primitive, comme ça. Genre la quintessence de la peur. Tu te dis quelque chose d'horrible va arriver là. Tu as sans doute déjà ressenti ça, n'est-ce pas ? Eh bien, il se dit, je dois absolument sortir de la pièce parce que sinon la peur va arriver. Et donc il va dans l'autre pièce. Et la peur occupe la pièce où il était et puis commence en effet à vouloir entrer dans la suivante. Et donc il s'échappe et il descend les escaliers parce qu'il est au premier étage de la maison. Et il arrive dans le salon et la peur occupe le salon. Il va dans la cuisine, la peur occupe le salon. Et la dernière porte, naturellement, est la porte de la sortie. Il ouvre la porte, sort, ferme et avec les clés, ferme pour être sûr que la peur ne va pas ouvrir là-bas, prend les clés et la jette dans le caniveau pour s'assurer qu'aucun cambrioleur ne vienne entrer ensuite et se retrouve avec la peur. Et je me réveille comme ça. Et aussitôt, je me mets à ma table de travail et il dit en quelques heures, j'écris cette nouvelle, La Maison Prise, que j'envoie à une revue et qui la publie 1 ou 2 semaines plus tard. On est pendant la dictature de Videla, en Argentine, à Buenos Aires. À l'instant où la nouvelle a été publiée, on a dit « Ah, la métaphore de la dictature. La maison, c'est le pays. La peur, c'est la dictature.
et le poète est celui qui va de chambre en chambre en se fuyant. Cortázar a fait un auto-exil à Paris, et c'est bien sûr l'auto-exil de Cortázar qui quitte la maison en jetant les clés dans le caniveau et qui va trouver une autre maison dans un autre pays magnifique. Encore une fois, heureusement que les écrivains sont là pour pouvoir nous éclairer avec des symboles, avec des métaphores, avec des allégories, avec des paraboles, avec des hypotyposes. On nous éclaire dans la situation politique d'aujourd'hui. Cortázar, ça disait, c'est fascinant en fait. On se rend compte comment, moi j'avais même pas imaginé ça. Alors peut-être qu'il l'avait pensé à un niveau inconscient, tu me diras. Peut-être que lui-même avait déjà fait le symbole dans sa tête. Mais il dit, très honnêtement, c'est juste le résultat d'un rêve. Je ne l'avais pas vu avant que le lecteur ne m'en parle. Même spectacle ici. Si on y voit un truc politique, mon ami, fantastique. S'il ne le voit pas, et c'est juste un voyage, un truc foisonnant, un truc fantastique aussi, tu vois. Et si on va jusqu'au bout de ton... Alors, merci beaucoup pour ce que tu dis, puisque j'ai vraiment senti ça, en fait, cette oscillation entre des espaces dans ton récit vraiment de poésie, de mythologie, et puis des passages où tu décris de manière quand même très concrète les effets, en fait, de la révolution, de la dictature, sur voilà, les propriétaires, les habitants. Par exemple, je pense à cet épisode de l'expropriation de la famille Pistoletta, où là, j'ai quand même senti une sorte de regard à la fois satirique, sur le côté à la fois burlesque et un peu tragique de cette situation. Est-ce que tu pourrais revenir dessus en quelques... Bien sûr. Ça n'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à ma sœur. Mais encore une fois, on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas parler de politique. Et je vois qu'on est filmé en plus. Il y a suffisamment de communautés vénézuéliennes à l'étranger qui peuvent être comme ça un petit peu agressifs parfois. Donc en effet, c'est arrivé à ma sœur. Et elle travaillait à ce moment-là pour GDC, qui est le gouvernement du Distrito Capital, qui faisait des expropriations. Donc, en gros, au moment de la révolution bolivarienne, ils ont voulu rendre la terre à celui qui la travaille. Dans la vieille idée marxiste, la terre est à celui qui la travaille. Donc, ils arrivaient avec des pétrodollars, avec la nationalisation du pétrole au Venezuela, et avec cet argent, ils rachetaient aux latifondistes, en fait, aux propriétaires terriens, des grands terrains qui appartenaient à des maisons et à des familles privées depuis toujours, qui étaient employés des familles paysannes pour travailler la terre et qui ensuite, eux, prenaient le rendement des récoltes. Et donc, la Révolution a décidé de racheter ces terres-là avec leur prix, renvoyer ces propriétaires terriens et ces latifondistes et dire, à partir de maintenant, ce terrain, cette terre, appartient, dans le cadastre et dans les papiers de propriété, à un collectif, à une coopérative de toutes les familles paysannes. Et c'est vous qui allez travailler la terre, qui allez récolter et qui allez récupérer la marge du rendement avec la distribution que vous faites ensuite. Ah voilà, tout le monde très content. Et donc ma sœur m'a raconté cette histoire, qu'il y a eu un des terrains où il y avait cette famille, une vieille famille italienne. Moi j'appelle les pistoletto, mais ils ne s'appelaient pas comme ça naturellement. Mais c'est juste parce qu'au moment où j'étais en train d'écrire ce passage, j'étais dans un voyage en Italie et que j'avais lu un article. Et il y avait un certain monsieur Pistoletto. Et je m'étais dit, comme c'est drôle, comme nom de famille. Tu vois. Et donc j'ai mis juste Pistoletto. Ce Pistoletto est famille italienne qui ont un commerce de fleurs. La Révolution arrive, rachète le terrain et dit aux familles paysannes, aux 4 familles paysannes, voilà, maintenant la terre est à vous. Ça fait 1 siècle que vous faites exploiter par la famille Pistoletto. Maintenant, c'est vous qui travaillez la terre. Non? Naturellement, comme c'est de l'argent public, puisque c'est de l'argent de l'État, du gouvernement, il faut faire un suivi. Donc on revient, une délégation est envoyée de Caracas 3 mois plus tard pour revenir et voir où ça en est. Les terres n'ont pas été travaillées, les terres n'ont pas été cultivées, et des mauvaises herbes ont commencé à pousser. Pourquoi elles ont commencé à pousser? Les paysans, bras croisés, ma soeur me raconte ça, disent « Oui, mais le problème, c'est que Pistoletto, dans sa colère, est parti avec les tracteurs. Nous n'avons pas de tracteurs. » La Révolution dit « Pas de problème, on achète des tracteurs. » Parce que c'est l'idée de créer un homme nouveau. Un nuevo hombre. Non, c'est la vieille idée guévariste. Créer un homme nouveau. On va acheter des tracteurs. On achète alors des tracteurs qu'on fait venir de Chine, parce que la Chine est un pays qui était un pays, disons, allié avec le Venezuela, puisque la Chine se dit communiste. Les tracteurs chinois arrivent. 3 mois plus tard, on revient. La terre n'a pas été travaillée. Pourquoi la terre n'a pas travaillé? Parce que les tracteurs sont en chinois et on comprend pas le chinois. C'est sûr et vrai. Très bien.
Pas de problème. Eh bien, avec l'argent de la Révolution, on va donc payer des traducteurs chinois, une délégation de Hong Kong, qui vient pour traduire à des paysans vénézuéliens le truc du tracteur pour, encore une fois, travailler la terre, en fait, pour créer un homme nouveau, pour faire cette ouvrière fonctionne. Ça, c'est de l'argent à perte, entre guillemets, mais qui crée un mouvement différent, en fait, dans le monde. 3 mois plus tard, on est revenu. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que une des 4 familles, plus forte, plus puissante, plus grande gueule, avait pris le dessus sur les 3 autres, tenait la communauté du truc et employait les 3 autres. C'est-à-dire qu'ils avaient reproduit exactement le même système qu'ils avaient combattu. Ils avaient recréé le même système hiérarchique et féodal, avec une famille en tête et les autres qui travaillent pour elle. Et la réflexion disait, mais how come, comme disent les Anglais, comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Bien sûr, on est en train de parler des siècles d'asservissement, des siècles de servitude. C'est des siècles entiers dans lesquels on t'a appris qu'une seule chose, c'est que ça, c'est le seul système qui existe. Et tu penses qu'en une seule génération, même pas, tu parviens avec une belle idée, avec des textes, à créer un système horizontal parfait dans lequel tout le monde est heureux. Prends un enfant, mets-le dans une pièce, insulte-le, humilie-le, sois sévère, grave contre lui pendant des années. Et ensuite, sors-le de la pièce, mets-le dans la rue et dis-lui, fais les choses bien, sois gentil avec tout le monde. Comment veux-tu qu'il le soit? Le Venezuela a eu 5 siècles de conquête, tantôt de la couronne espagnole et ensuite par les Américains pendant un siècle, dans lequel le Venezuela a été violé pendant 5 siècles. La Révolution arrive et dit, en 10 ans, pourquoi est-ce qu'on ne recrée pas un homme nouveau? Mais non, mon ami, tu te bats contre quelque chose qui est beaucoup plus profond. Donc moi, j'avais plusieurs options. Soit je racontais ça, et ensuite, je faisais tout 3 pages de pamphlets derrière, dans lesquels je donne mon petit point de vue. C'est ça. Ou au contraire, tu dis, mais là, ceci est arrivé. Ceci montre aussi les absurdités, les choses intéressantes. Chacun tire les conclusions qu'il veut, en fait, de cette affaire. Mais ceci est arrivé, et qui montre assez bien les affres, les outrances et les reculs de la profondeur humaine. C'est ça. Oui, en fait, tu t'empares vraiment de la chose politique en romancier, en fait, à travers l'outil du récit, et non pas en idéologue ou en essayiste. C'est tout à fait ça. Et je trouve que c'est ce qui permet précisément de créer un affect chez le lecteur, parce que précisément, on est avec ces personnages qui souffrent de cette injustice, et donc on la sent d'autant plus intérieurement. Et effectivement, ton récit interroge la chose politique à cette aune-là. Et si on avance un petit peu dans le récit, puisqu'on arrive au terme de notre rencontre, à la toute fin de celui-ci, tu mets en scène donc, un personnage qui s'appelle Cristobal, qui m'a beaucoup marqué également, et au sujet duquel le narrateur dit ceci: « Personne, pas même ceux qui n'avaient jamais écrit une seule ligne, ne comprenait comment on pouvait aspirer à accoucher d'un roman sans se mêler à la communauté bruyante des hommes et des femmes, s'embourber dans la même glaise qu'eux, comprendre leur histoire, manger leur repas, s'asseoir à leur table. » Donc là, il y a vraiment une dimension où tu t'interroges finalement sur l'acte d'écrire et la forme du récit. Et est-ce que tu partages le constat de ton narrateur ici? Eh bien, oui, bien entendu. Et c'est ce que mon cas n'a rien d'extraordinaire. C'est-à-dire que l'immense majorité des écrivains se mêlent à la communauté des hommes et des femmes tout le temps, toujours, sans cesse, et c'est de là qu'on tire notre matière première. Pour pouvoir faire un livre, eh bien, il te faut de la matière, il te faut un métal premier, il te faut une agate première, pour pouvoir faire la tienne. Et alors, dans ton brasier d'or exalté, tu jettes tout ce que tu as appris pour leur donner la trempe et la clarté du fer et de l'éclair. Et alors tu façonnes de nouveau, tu reconstruis, tu transformes la matière du monde. Et bien même spectacle ici. C'est-à-dire que moi, toutes les histoires que j'ai apprises et tout ce qui est raconté dans ce livre, mais moi je ne l'ai pas ressenti d'une façon isolée et transcendante comme des dieux grecs. C'est quelque chose que j'ai lu, qu'on m'a raconté.
que j'ai pu glaner ici et là, que j'ai récolté, que j'ai amassé, et qui petit à petit se sont fait une sorte de boue comme ça, mielleuse, difforme et malodorante, et qui a donné le livre, tu vois. Mais c'est juste en fait un amas de choses. C'est une sidera, comme disent les latins. C'est juste une constellation de choses, un ensemble d'étoiles, qui a donné d'ailleurs le mot considérer. Non, on considère quelque chose selon différents points de vue, selon une constellation de choses, pour pouvoir réellement le considérer. Eh bien, ce passage en plus, et ça me fait plaisir que tu le lises, merci beaucoup, et ce passage en plus était profondément inspiré du discours de Suède de Camus lors de son prix Nobel, où c'est un des plus beaux discours, et je ne le dis pas parce que tout le monde aime Camus, et parce qu'on est en France, etc., il est prononcé en français, mais parce que d'autres écrivains ont applaudi ce discours pendant leur discours. C'est-à-dire que 2 écrivains qui ont eu le prix Nobel disent ensuite il est difficile de faire un plus beau discours que celui de Camus. Et tu te dis, c'est quand même très classe, tu vois, de pouvoir être cité par d'autres prix Nobel sur ton discours. Et dans le discours de Suède de Camus, qui est célébrissime, qui est sublime, etc., il y a cet instant où il dit un écrivain ne peut pas être dans sa tour d'ivoire, isolé en fait du monde. Il doit absolument être mêlé à cette communauté des semblables pour entendre le bruit confus de leur cœur, le chaos du monde, s'en alimenter. Chaque génération pense qu'elle doit refaire le monde. Eh bien, la mienne a une tâche plus grande, plus ample, plus dure, qui est celle d'empêcher le monde de se défaire. Ce sublime discours là-dessus. Et naturellement, en écrivant ce passage-là, ce sont des pages qui, comme tout le monde, encore une fois, résonnent comme ça sans cesse, tu vois. C'est un texte que j'ai relu beaucoup de fois à différents moments de ma vie, parce que je trouve qu'il est parfait, et donc je me suis inspiré de ça, tout simplement. Quand tu parlais de Hugo, je pensais au texte Retour à Tipasa, dans Les Noces, celui de l'été de Camus, où il y a vraiment cette tension permanente, effectivement, entre la chose politique, l'engagement, etc., et puis cet espace du cœur, qui est un espace de paix, de poésie, de silence, de contemplation, que le combat politique recouvre toujours un peu, mais sans jamais complètement enfouir, en fait. Et à la fin de Retour à Tipasa, Camus revient dans le village où il a grandi pour réapprendre une dernière fois ce qu'il sait déjà, en fait, comme il le dit à la toute fin, et vraiment sentir que finalement ces combats politiques ne l'ont pas desséché et n'ont pas complètement enterré cet espace du cœur. Et cette constellation dont tu parles, qui forme un tout cohérent. Et dans celle-ci, d'ailleurs, ce sera ma dernière question, parmi les différentes étoiles qui composent cette constellation de ton récit, je trouve qu'il y a une importance particulière accordée au cinéma, puisqu'il y a ce concours de cinéma au collège qui va permettre aux 2 personnages principaux de se rencontrer. Il y a toute la ville de Maracaibo qui souhaite que Pedro Clavel devienne une star de cinéma parisien. Et je me demandais pourquoi tu faisais référence à cet art. Est-ce que parce qu'en racontant l'histoire du Venezuela, tu racontes aussi forcément l'émergence de cet art qui va devenir une industrie culturelle, ou bien est-ce que parce qu'il y a aussi une dimension cinématographique dans ton roman, parce que je pense vraiment à cette rapidité de l'enchaînement des situations, des actions, qui m'a fait dire à quelques moments, c'est très pictural, il y a des descriptions des scènes, mais il y a aussi un côté cinématographique. Écoute, merci beaucoup. Et j'écoute ce que tu me dis, et tu as absolument raison. Toutefois, je pense que ce ne serait pas un super film. Mais c'est drôle parce que j'en parlais aujourd'hui au téléphone avec Nicolas Caro. D'accord. Et aujourd'hui au téléphone où on se disait mais ce serait pas, ça donnerait pas un bon film. Et lui me disait c'est peut-être d'ailleurs, selon lui, ce n'est pas moi qui dis ça, mais c'est peut-être d'ailleurs une des garanties de la qualité d'un livre, c'est qu'il soit moins bon en film, tu vois, et qu'il n'existe, que son paroxysme ne soit que en livre. Allez savoir s'il a raison ou pas, mais bon, disons que c'est son point de vue. Et on en parlait aujourd'hui.
par rapport au fait qu'on retrouve du cinéma, eh bien, c'était encore une fois quelque chose que je n'avais pas du tout remarqué. C'est-à-dire que ça a réellement existé, ce concours entre écoles où on gagnait un ticket de cinéma pour pouvoir y aller, enfin parce qu'il n'y en avait qu'un seul. Ça a vraiment existé, et ça, je l'ai lu dans la biographie qui a été écrite sur mon grand-père, El Rector Eterno, faite par une journaliste. Et parallèlement à ça, l'histoire de Pedro Clavel est très inspirée d'un très beau livre qui s'appelle Crónicas del Saladillo, de Rutilio Ortega, où il raconte à un moment l'histoire d'une famille allemande qui s'était installée à Maracaibo. Donc ils étaient blonds aux yeux bleus et grands. Ils ont eu une fille qui était sublimissime, blonde avec des yeux bleus magnifiques, mais qui avait grandi dans El Saladillo, qui est vraiment le ventre de la misère et des Caraïbes, quoi. Et tout à coup, tu avais cette espèce d'ange, comme ça, cette espèce de fleur, comme ça, au milieu de tout, si bien que toutes les voisines avaient fait une cagnotte pour l'emmener se faire prendre en photo et envoyer ces photos à Hollywood en lui disant « c'est bon, ne cherchez plus, nous avons votre nouvelle star ». Tu vois. Et il raconte cette histoire, mais c'est une page dans le livre. Tu vois. Et il dit alors qu'ils envoient les photos et ils attendent et tout le monde dit « bon, bah, c'est bon, c'est gagné, juste maintenant il faut attendre ». Enfin, de toute façon, quand ils verront les photos, ils ne peuvent pas ne pas en fait, venir la chercher. Et cette fille, à qui on avait promis ça, commence à y croire en se disant « bon, ben voilà, ben je vais devenir une star d'Hollywood ». Et il raconte en effet que cette très belle fille finit par attendre, et vieillit en attendant. Et finalement, elle ne s'est jamais mariée, elle n'a jamais eu d'enfant. Elle se dit non, mais ça va venir, je vais être une star d'Hollywood dans une semaine, donc ça ne sert à rien qu'on soit ensemble. Et puis finalement, en fait, elle est morte comme ça. Et j'avais lu ça, je me disais, c'est complètement génial. Et comme j'avais ce personnage de Pedro Clavel, eh bien, je me suis inspiré de ça pour voir le truc. Et donc, le cinéma arrive encore une fois. Mais tu vois, on retombe dans cette très belle idée de l'angle que le lecteur a pour pouvoir connecter des choses que toi, tu n'avais pas connectées. Et ça me fait penser, je finis là-dessus pour ne pas vous prendre plus de temps, parce que ensuite, il y a des choses plus importantes, j'imagine, dans votre soirée que moi. Ou du moins, vraiment, je l'espère, mes amis. C'est ça. Et figurez-vous que ça me fait penser aux anamorphoses. Et si vous ne les connaissez pas, eh bien, je vous invite à aller les voir. Il y a à Rome, dans le couvent des Minimes, qui est en haut de la Scalinata de Bernini, près de la Piazza Spagna, un couvent qui était une ancienne abbaye où il y avait des moines, qui étaient les moines minimes. Et les couloirs étaient très étroits. Ils voulaient faire des fresques. Mais pour faire une fresque, il te faut à certains moments de la distance pour pouvoir voir qu'est-ce que tu es en train de faire. Mais comme le couloir était étroit, vous ne pouvez pas prendre de la distance. Alors, ils ont inventé les anamorphoses, c'est-à-dire des traits et des lignes qu'ils tirent tout au long du couloir. Et quand tu es devant, la seule chose que tu vois, c'est des lignes comme ça, des lignes. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ? Des lignes et des lignes comme ça dans le couloir. Et quand tu finis le couloir et tu te retournes, selon un certain angle, tu vois que toutes ces lignes, avec l'illusion optique, se resserrent et créent un visage, un arbre, un paysage, une barque. Puis tu te mets à remarcher de nouveau dans le couloir et la seule chose que tu vois, c'est des lignes. Et seulement selon un angle, tu peux voir de tout ce qui se dessine, les anamorphoses. Eh bien, toi, tu es dans le bon angle pour voir l'anamorphose. Moi, mon ami, je suis juste en train de tirer les lignes. Et en effet, il y avait 2 lignes cinéma, mais en fait, je n'avais pas du tout fait gaffe. Et c'est toi qui l'as vu, tu te dis, mais regarde, tac, 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 ça se connecte comme ça. Tu te dis, ah, génial, quelle chance, entre guillemets, en fait, tu vois. C'est juste de la chance. Un grand merci. Oui, merci à toi, Sébastien, pour cette très belle rencontre. Et si vous avez quelques questions, vous êtes les grands bienvenus. J'ai été ravie Alors, on va juste vous donner un micro. de reprendre tout ce livre qui m'avait enchanté. Voilà. Et je voulais vous poser une question. À un certain moment, enfin, votre maman part, enfin, Est-ce que vous pourriez... votre maman pense souvent à la France et elle est partie, elle a quitté sa famille, donc elle est venue s'installer en France. Et vous avez vécu en France alors ? Absolument. Voilà, c'est
Voilà, absolument. C'était ma mère, en effet, née à Maracaibo, Voilà. de Antonio et Ana Maria. Moi, je l'appelle Venezuela dans le livre, mais ma mère s'appelle réellement Marie-Antoinette, c'est Maranto. Et en effet, elle avait qu'une seule idée, c'était de quitter Maracaibo, car la renommée torride de son père et la réputation écrasante de sa mère finissait par être trop pesante pour ses épaules. Elle avait besoin de se défaire, de s'affranchir de ça, de se libérer de ça. Et donc elle décide en effet de partir en Europe. Et lorsqu'elle arrive à Paris, en tant qu'attachée culturelle de l'ambassade du Venezuela, où elle se met à représenter son pays à l'étranger, en tant que diplomate, dans les années 80, ici en France, à Paris, elle rencontre lors d'un match de football un beau réfugié politique de la dictature du Chili, qui est mon père, qui avait presque 10 ans de moins qu'elle, et qui était un jeune cheval fougueux, aux yeux verts et à la crinière au vent. Et donc, ils se sont accouplés et ils se sont multipliés. Et je suis né alors à Paris. Et à partir de là, j'ai suivi la vie de ma mère, en fait, de mon père, mais enfin, c'était surtout ma mère qui avait le travail, c'est elle qui avait l'argent et le pouvoir dans la maison. Et en effet, on a voyagé de pays en pays, de capitale en capitale, comme tous les fils de diplomates, enfin, une vie désordonnée. Et votre livre, L'Héritier, parle du Chili. Exactement, voilà, c'est ça, exactement. Et donc mon livre Héritage, c'est exactement le pan du diptyque, si vous voulez. C'est-à-dire que Le Rêve du Jaguar parle de l'histoire de ma mère, enfin, Oui, toute la lignée côté Chili. mère. Ah, et le Chili, c'est lignée côté père, l'histoire des bonnes foi, en fait, qui semblerait sont des Jurassiens, du moins ce que j'ai appris, en fait, qui sont arrivés à la crise du phylloxéra. En tout cas, vous nous faites rêver et Merci voyager. Et c'est un très très beau bouquin. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Merci pour votre gentillesse. Mes amis, quelle délicieuse soirée nous avons passée ensemble, mais je ne vous vole pas plus de temps. J'imagine que d'être assis comme ça à écouter un type pendant des heures, c'est très compliqué, je vous l'accorde. Vous avez été très patient, très sage. Est-ce qu'il y a une dernière question? Alors, on va s'arrêter là. Je pense qu'on peut vraiment vous applaudir, Miguel Bonnefoy. Un très très grand merci. Bravo à vous. Bravo. Merci beaucoup. Bravo à Sébastien pour des questions qui étaient très précises, qui étaient anamorphotiques. Et juste pour vous donner la date de la prochaine rencontre qui aura lieu avec Yasmina Kadra le mardi 22 avril, à la même heure, 19h30. Et puis si vous souhaitez découvrir la pratique de la méditation, puisque cette rencontre se déroule en lien, en partenariat avec une école de méditation réseau, eh bien vous pouvez venir mardi prochain à 19h30 pour une soirée de découverte de la pratique de la méditation. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant rester pour vous procurer le livre de Miguel Bonnefoy qui va faire quelques petites dédicaces et puis boire un petit verre offert par réseau. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci.